Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sophro-Équitation. Aujourd'hui, on va parler de la préparation mentale du cavalier, un sujet dont on parle beaucoup et on va tenter, avec mon amie Laetitia Chazal, de définir ce que c'est, les situations types et des exercices pour pratiquer cette préparation mentale. Salut Laetitia. Salut Romain, je suis trop contente d'être là. Bah, écoute, je suis content aussi que tu sois là et qu'on partage ce sujet ensemble. Toi, tu parles beaucoup de préparation mentale. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion, il faut qu'on en parle tous les deux sur ce podcast. Ouais. Avant de nous lancer, est-ce que tu peux te présenter, toi, ton activité avec les cavaliers? Ouais, vas-y. Ouais. Donc Laetitia Chazal, une quarantaine d'années et préparatrice mentale, pas qu'avec les cavaliers d'ailleurs. Je fais partie en fait de l'équipe de Thomas Samut, donc qui a été pas mal médiatisé avec Léon Marchand là après les Jeux. Donc on a des sportifs de haut niveau, finalement tout azimut et même pas que des sportifs, puisqu'on accompagne aussi des chanteurs lyriques, des mannequins, des chefs d'entreprise. Dernièrement, il y a un monsieur qui, à 60 ans, a décidé de gravir l'Everest et donc on l'accompagne dans ce projet-là. Donc finalement, c'est accompagner tous ceux qui ont un projet qui les fait vibrer à haut niveau, qui leur met des étoiles dans les yeux et qu'on accompagne, voilà. Et après, au niveau des cavaliers, là où moi je me suis quand même spécialisée parce que c'est ma discipline de cœur. Euh, il peut y avoir des sportifs, enfin des cavaliers de haut niveau, et il peut y avoir aussi simplement des personnes qui ont des peurs, ont eu des traumas, et puis veulent simplement remettre le pied à cheval. Ça va vraiment dépendre de la demande finalement. Et toi, dans tes outils pour tes accompagnements, tu as aussi la sophrologie, t'es sophrologue. Oui, à la base, je suis sophrologue. Après, j'ai agrandi, bah, quand on touche à accompagner l'humain, tu sais ce qui se passe, hein, c'est que c'est un puits sans fond et que on a envie de tout découvrir. Je me suis d'abord formée en sophrologie. Finalement, pour mon fils Enzo, parce que il avait été diagnostiqué hyperactif et on proposait un traitement de Ritaline qui m'allait pas du tout, enfin qui me faisait peur. J'étais mal renseignée à ce moment-là. Et puis moi, j'avais frôlé un burn-out à l'époque où j'étais dans l'industrie pharmaceutique et où j'avais transposé mon goût pour la performance du sport sur mon job. Et donc, je me suis d'abord formée en sophrologie. Et puis ensuite, ce qui vraiment m'intéresse énormément, ce qui me passionne, c'est la relation. La relation à soi et la relation aux autres. Et donc, toutes les formations que j'ai faites étaient vraiment dans cette directive-là. Donc, je me suis formée en communication non violente. J'ai fait tous les ateliers Faber et Maslich pour les enfants à Lyon, pour la parentalité, pour faciliter une éducation qui soit quand même respectueuse et qui abîme pas l'estime de soi, la confiance, etc. Après, voilà, je me suis formée en coaching, etc. Enfin, Hmm. pour être toujours plus performante et apporter toujours plus d'outils finalement à ceux qu'on accompagne. Oui, je vois de quoi tu parles. Moi, c'est pareil. Coaching, sophro, PNL, hypnose, méditation. C'est tellement, voilà, transversal et je trouve ça chouette d'avoir plein d'outils pour accompagner les humains et les cavaliers. Surtout quand ils ont un impact sur leur cheval. Tellement sensible et tellement fort. Ouais, je trouve que c'est vraiment propre à notre sport. Euh, je On a sais pas ce s'il y miroir, en a... fait, du cheval qui est incroyable. Ouais, c'est vraiment un sport qui nous oblige plus que n'importe quel autre, je crois, à pouvoir maîtriser notre espace interne. Exact, ouais. Le corps, la pensée, les émotions au Mm, service de la technique. carrément. Alors, c'est quoi du coup la préparation mentale? Parce que ça, on en parle énormément. C'est quoi ta définition à toi de la prépa mentale? La prépa mentale, d'abord pour moi, il y a deux grands axes. Il y a la santé mentale, où là, on peut avoir des sportifs qui parfois sont pas bien. Clairement, quand ils arrivent, ils sont perdus et ils savent pas vraiment ce qu'il leur faut, mais ça va pas. Ils savent juste dire je suis pas bien. Et donc dans ce cas-là, ça va être plutôt accompagné d'abord au mieux-être. Et puis ensuite, il y a vraiment la voie performance. Une fois que il est bien dans ses baskets, là, on peut travailler sur de la performance. Mais tant qu'il est mal, la performance, elle viendra pas de toute façon.
Donc il y a ces deux volets-là déjà. Et ensuite, pour moi, la préparation mentale, c'est vraiment une voie de connaissance de soi, euh, d'aller d'abord lever les freins, éclairer d'abord, mettre de la lumière finalement sur tous les freins, mettre de la conscience, parce que souvent, on n'a même pas conscience de ce qui nous freine. Et ça va vraiment être le jeu bah, du questionnement maïotique, quoi, du coaching, pour pouvoir mettre en lumière, tiens, ok, toi, dans cette situation-là, tu fonctionnes comme ça. Et l'autre va te dire, ben oui, parce qu'il a l'impression que ben, c'est la seule réponse possible et que tout le monde ferait comme ça. Donc, par ce jeu-là, c'est déjà de mettre de la lumière sur les freins. Et il y a toute cette partie, effectivement, bah, lever les freins un après un. Et puis ensuite, on peut accélérer. Et on va accélérer en trouvant finalement quels sont les leviers de l'état optimal de bien-être et de performance. J'aime bien parler de l'état optimal qui va être finalement très très différent en fonction de chacun. Pour moi, la préparation mentale, c'est pas une recette magique qu'on va pouvoir faire boire à n'importe quel sportif et qui va fonctionner. Il va falloir d'abord comprendre c'est quoi les ingrédients de cette recette pour toi. Et souvent, les sportifs, ils en ont aucune idée. Je te rejoins et ça fait penser à ce premier niveau dont tu parles, le mieux-être. Déjà amener effectivement du confort, de l'alignement et finalement un système de vie global de l'individu qui va permettre ensuite d'aller chercher de la performance qui est finalement un peu cherry on the cake sur le gâteau de la vie. Et moi, je travaille beaucoup avec les cavaliers comme toi, je pense, sur le système de valeurs. Et j'essaie aussi de mettre la lumière dans l'ombre. Et ça me Mm, parle beaucoup de ce que tu dis. C'est que souvent, derrière une peur, il y a un désir. Et c'est un peu aussi renverser notre regard et le biais cognitif de se concentrer sur ce qui fait peur, le négatif, ce qui manque, et plutôt aller voir derrière la beauté cachée. J'aime bien dire ça aussi. Il y a de la ouais. beauté cachée derrière les peurs. Et Et puis, puis, il y a souvent une peur, je sais pas ce que tu en penses, la peur de réussir, qui est intéressante à explorer, parce qu'en fait, quand on réussit, ça engendre beaucoup de choses. On est vu, on doit prendre notre place, etc. Et souvent, en fait, il y a une peur de réussite qui est insidieuse. On la voit pas parce que on pense dans notre société que tout le monde veut réussir et que personne n'a peur de ça, alors qu'en fait, on est beaucoup à avoir peur de réussir. de s'attirer les jalousies, de perdre des amis, même des fois au sein de la famille. J'avais une avocate la semaine dernière qui s'est rendue compte qu'en fait, elle s'empêchait des choses parce que elle avait peur de rendre jaloux ses frères qui avaient moins bien réussi. Donc, tout d'un coup, elle prend conscience que elle rame parce qu'il y a une part d'elle qui accélère et une part d'elle qui freine des deux pieds à cause de cette peur. Donc, c'est hyper intéressant, hyper important. Exact. Et d'aller voir aussi derrière toutes ces limitations, les injonctions qu'il y a. Ça me fait penser à une des injonctions. Il y a des personnes qui ont peur de réussir parce que s'il y a une injonction de faire toujours la même chose, une régularité d'être, de performance, de faire, du coup, si je réussis une fois au top, ça veut dire que je vais devoir réussir toujours au top, travailler toujours autant, être toujours autant. Et du coup, c'est intéressant aussi d'aller balayer un peu ces injonctions qu'on a euh, entendues très tôt, souvent dans notre vie, et qui sous-tendent du coup tout un système. Mais du coup, ça me fait penser, enfin, dans la préparation mentale, pour moi, il y a une vraie partie de déconditionnement. Ouais. Parce que qui permet de ramener à soi finalement, puisque depuis l'école, on nous dit quoi faire et comment le faire. Et pourtant, le seul moment, enfin, on a tous appris à marcher. On a commencé pour certains à quatre pattes, d'autres sur les fesses, d'autres en crabe. Personne ne s'est assis devant nous en disant, alors, tu vas d'abord mettre ton pied droit à plat, poser tes mains, et on y arrive Commencer tous. par le gros orteil, et puis après le... C'est ça. Et du coup, depuis l'école, on n'a plus aucune liberté d'expérimenter ce qui est le plus juste pour nous dans le geste pour y arriver. On nous apprend une méthode, c'est comme ça, il faut faire. Et il y a énormément de sportifs et de cavaliers qui, à un moment donné, sont
en dehors d'eux presque, parce qu'ils ne cherchent plus qu'à qu'est-ce que mon coach me Ouais, dirait de faire, et ils sont plus à l'intérieur d'eux à sentir, ils sont plus que dans la tête. ouais. Ça me fait penser à ce que tu parles, à ce dont tu parles, c'est ce côté état optimal. Moi, je donne aussi, tu sais, des cours de management et j'accompagne des entrepreneurs et des managers en coaching, en plus des cavaliers. Et c'est exactement ça, c'est qu'il y a, bon, dans l'histoire de la société, hein, il y a eu une normalisation avec l'industrie, etc. On a cherché à normer énormément de choses. Et du coup, il y a des personnes qui perdent un peu leur part de génie, leur individualité, leur côté pétillant, parce que, ben, comme tu dis, ils sont plus connectés à l'intérieur d'eux et ils vont être sur, selon l'image sociale ou sociétale que j'ai du manager ou d'un bon cavalier, qu'est-ce que les autres penseraient qu'il faut faire. Et l'idée, c'est vrai que c'est intéressant, comme on le disait au tout début, de revenir à l'intérieur de soi, de connaître son système de valeurs et ce dont tu parles, cet état optimal. Avant de commencer le podcast, moi j'ai dit, ah, ça me fait penser un peu à un ingrédient magique, secret, personnel. C'est quoi le succès pour moi? C'est quoi pour moi être un bon manager? C'est quoi pour moi être un bon cavalier? Mm. Et finalement, amener notre patte dans la réussite pour que, d'ailleurs, la réussite, c'est hyper personnel. Il n'y a pas de définition universelle de la réussite. Non, c'est clair. Ouais. Moi, pour moi, la réussite, c'était un parcours avec un point de temps dépassé, mais hyper calme. Et généralement, pour les propriétaires de mes chevaux, c'était pas du tout une réussite, ça, c'est le point de temps dépassé. Donc, voilà. Ouais. Ok. Alors, euh, avant qu'on aborde les situations dans lesquelles on peut faire de la prépa mentale et les exercices qu'on pourrait conseiller dans différents domaines, j'aimerais qu'on finisse notre introduction en disant pourquoi la prépa mentale, elle est hyper importante par rapport au cheval. Essayer d'établir des liens. Euh, Tu dirais quoi, toi? Ben, je dirais déjà que pour nous-mêmes, quand on a un objectif et qu'on veut y aller, on a besoin vraiment que notre vision soit claire. Là, la grande difficulté à cheval, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, il faut encore transmettre dans un deuxième cerveau pour que lui comprenne. Donc, si c'est pas clair pour nous, si c'est le brouillard mental, physiologique et émotionnel, c'est impossible qu'on arrive à, à faire qu'un de deux. Ouais. C'est comme nous placer au milieu d'un groupe qui tout le monde parle en même temps et du coup on comprend aucunement ce qu'ils se disent et la demande qu'on nous fait. Pareil pour le cheval, effectivement. Et le mental va agir sur l'état émotionnel sur l'état corporel. Tout ça, ça va donner des infos. On va avoir des actions techniques non conscientes avec toute cette cascade. Et puis en fait, le cheval, il sait plus où il habite, il sait plus ce qu'il doit faire. Et puis il devient un peu sourd parce que à force d'écouter crier le cavalier avec son corps, ses émotions et son mental, il se protège un peu aussi. Ouais. Ta question, c'était quoi? C'était pourquoi est-ce que c'est aussi important? Ouais. Pourquoi c'est aussi important? Bah ouais, c'est ce que tu dis, c'est qu'on a. Moi, je parle beaucoup de neutralité, mais finalement, on peut parler de clarté, de vision, de plan Mm, d'action, quand on parle de prépa mentale. De revenir à une espèce de zone de surface, le niveau zéro, où une pensée choisie va pouvoir amener une action choisie, perceptible et claire pour le cheval. Et puis, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je relie aussi, on va le voir après avec les techniques de gestion mentale et de préparation mentale, c'est très lié au corps et on redonne un peu de disponibilité au corps. Disponibilité pour des actions choisies, mais la disponibilité aussi de se laisser porter par l'instant. Parce que moi, je pense à l'obstacle, il y a des moments, à moins qu'on soit super, super doué, et même encore, où on va pas avoir la distance idéale et être capable de se ramollir dans cet imprévu, de rester serein, mm. ça donne l'occasion au cheval de se débrouiller avec sa force, son intelligence, sans qu'on soit un poids trop lourd et trop rigide. Ça me fait penser aussi du coup à cette sphère de la prépa mentale qui est la résilience et la capacité à gérer l'imprévu au mieux, voire à le valoriser. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, à être à chaque instant dans l'adaptabilité plutôt que dans la perfection ou le... euh, Ouais, le côté un peu rigide, un plan hyper précis, et si on est en dehors, ça veut dire qu'on réussit pas
On n'a pas de plan B ou de plan C. Oui. De redescendre dans le corps et par rapport à l'idée qu'on avait, ben, de juste faire confiance aux sensations du corps qui nous parviennent, Mm. aux informations et de laisser le corps s'adapter. Et en même temps, avoir du recul sur les informations qui nous parviennent, celles qu'on a envie de laisser faire, laisser traverser, voire nous laisser agir. Et puis, il y a quand même des sensations, notamment qui sont liées à une émotion, je sais pas, de peur, où là, consciemment, avec de la conscience, de voir cette pensée de l'accident qui est en train de me rigidifier, de me faire ressentir de la peur, de dire, OK, non, je vais pas la laisser aux rênes. C'est le cas de le dire dans notre Ouais. sport, je vais pas la laisser aux rênes du cheval. En tout cas, je dirais pour moi la priorité, c'est que encore une fois, on est dans un sport où bah, il y a un animal qui n'a pas demandé à être là et que on doit faire en sorte de le gêner le moins possible, donc c'est à nous de nous démerder, pardon, avec ça en fait. C'est un devoir en fait que enfin que de comprendre ce qui se passe en nous, et de contrôler et de ne pas déverser de manière impuissante sans comprendre ce qui se passe. Il a pas à gérer ça en fait lui. Lui, c'est déjà un animal de proie. Il a rien demandé, il a pas demandé à être là. Donc s'il faut qu'il gère lui sa peur plus les nôtres, non, c'est pour moi c'est indispensable que nous on se débrouille avec ce qui nous appartient quoi. Exact, ouais, pour revenir au maximum à cet espace de neutralité, et puis pour être conscient que chaque chose qu'on va envoyer, c'est une info. Donc ouais, ça veut pas dire qu'il faut rien ressentir, mais moi j'aime bien dire que on peut choisir de ne pas agir une émotion, et, et du coup on agit autre chose, alors que souvent on réagit. On a une émotion, une pensée, et puis du coup on a un comportement qui découle de manière hyper instinctive. Quel conseil tu donnerais toi aux cavaliers qui nous écoutent? On va faire global. Qui veulent se préparer à une sortie en balade, à une reprise de dressage, à un spectacle, à un parcours d'obstacles. Quelles sont les grandes étapes que tu pourrais dessiner un peu en autogestion? Comment ils pourraient se préparer mentalement à un événement? Bah, tout va dépendre déjà de c'est quoi leur objectif en fait. Euh, Tu vois, une sortie, une balade ou un, un carré de dressage, ça peut ne pas être du tout la même chose. Ce serait quoi toi dans ton... Moi déjà, je te rejoins, oui, sur le fait que ça dépend, et ça rejoint ce que tu disais très bien au début de ce podcast, c'est que ça va dépendre de ce que vit l'individu, de son cadre de référence, donc toute sa culture, son système d'éducation, de valeurs, d'injonctions qui sous-tend tout ce qui peut composer sa réalité. Moi, ce que je dirais dans les grandes étapes, c'est déjà effectivement de clarifier ce que ça serait, les critères d'une réussite. D'aller effectivement mettre un objectif. Alors nous, en coaching, on connaît bien le SMART, un objectif spécifique et mesurable, euh, qui est atteignable aussi, et puis qui est réaliste, qui respecte vraiment, bah, je sais pas, par exemple, si j'ai un objectif sportif précis, s'il est réaliste, ça veut dire que il est en lien avec le temps que je suis prêt à allouer par semaine à l'atteinte de cet objectif et temporel. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'un objectif qui est un peu flou. On a l'impression, si on manque de confiance en soi, je pense qu'on a l'impression de jamais l'atteindre s'il n'est pas un peu concret. Et là où je te rejoins aussi, c'est ce que tu disais avant qu'on branche le micro. Tu disais que qui était important pour toi quand on établit un objectif ou une préparation mentale, c'est d'amener du fun, de l'amusement. Et moi, j'aime bien parler pas du smart, mais du smart F. D'ajouter à la fin, après le T, le E pour signifier écologie, l'écologie du soi qui respecte notre équilibre vie pro, vie perso, qui respecte nos valeurs, par exemple, la manière dont on veut relationner avec le cheval. Et le F, c'est fun. Faut que notre objectif, il nous fasse plaisir à nous et pas aux autres ou pas à nos Oui, parents, ce qui est, voilà. Donc, je dirais déjà, moi, je dirais de clarifier vraiment l'objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, écologique et fun. Et ensuite, d'aller découler des critères d'atteinte matériels, physiques,
qu'est-ce que concrètement il va se passer, comment je saurai que j'ai atteint l'objectif d'un point de vue matériel. Ça peut être la médaille, ça peut être le cheval qui a très peu transpiré, ça peut être de l'argent, ça peut être plein de choses finalement. Ça peut être que après je vais pouvoir passer à un niveau supérieur, ça peut être que concrètement je vais être sans faute aux obstacles sur telle hauteur. Et puis aussi les critères émotionnels. Qu'est-ce que je vais ressentir? Comment je vais dans mon corps, ça va se traduire comment? Ou quelle sensation? Et comment elle se nomme cette émotion? Et puis derrière chaque émotion, il y a un besoin. Donc du coup, ça sera quoi le besoin qui sera comblé? Du coup, on rattache avec les valeurs. Et puis je dirais aussi d'aller explorer les critères mentaux. Donc c'est déjà de la prépa mentale. Quand j'aurai atteint mon objectif, qu'est-ce que je vais me dire? Quelles sont les pensées positives, vertueuses qui vont me traverser? Et je trouve que c'est une bonne base pour aller ensuite enclencher, pourquoi pas, sur une visualisation et prendre l'habitude de déjà créer dans tout notre système de réalité l'index de computation, comme on dit en PNL, des pensées, des sensations corporelles, des émotions et des comportements qui favorisent l'atteinte de cet objectif. Je pense que c'est un peu complet. Il y a beaucoup de choses dans ce que je viens de dire, mais je dirais ça. Un objectif très précis, tous les critères d'atteinte sur les trois plans, mental, émotionnel et physique, concret dans la matière. Et déjà rien que ça, l'objectif, quand en début d'accompagnement, on essaye de le verbaliser, ça prend rien que ça, des fois, un peu plus d'une séance, parce que Ouais. finalement, souvent, moi je note que les cavaliers, ils viennent, pour ma part, quand ça va pas. J'ai quasi pas de cavaliers qui viennent me voir alors que tout va bien. D'abord, il y a des cailloux dans la chaussure qui empêchent d'avancer en confort. Et donc, on va d'abord traiter ces cailloux dans la chaussure, mais on connaît la situation et on va mieux la définir d'ailleurs en mettant de la lumière sur tous les paramètres et les domaines de vie qu'elle impacte, cette situation aujourd'hui qui n'est pas idéale. Et puis après, on va clarifier finalement c'est quoi que tu voudrais. Mais c'est pas si simple du tout. Mm. Ouais. Et souvent, cette question, elle fait paniquer d'ailleurs, et du coup, je laisse un peu de temps en disant, bah, tu vas laisser la porte ouverte cette semaine, et puis tu vas essayer de l'écrire, et ça peut passer par plein de choses, avec quelle bagnole tu vas rouler, ou qu'est-ce que tu vas gagner à la fin du mois, ou qu'est-ce que tu vas ressentir, mets tout en vrac. Et puis, ça commence à faire un dessin un peu plus clair. Et le fait qu'ils puissent réfléchir comme ça, bah, ça clarifie leur vision. Et ça, pour moi, c'est vraiment, bah, c'est ton objectif SMART, hein, ça commence à vraiment euh, clarifier parce que pour moi, sinon, c'est comme quand on rentre dans une voiture et puis qu'on lui dit, je veux pas aller à Grenoble. Donc ce caillou-là, j'en veux plus, je sais que ça, je veux plus. Ok, mais si tu lui dis que tu veux pas aller à Grenoble, elle va pas t'emmener à Lyon. Il faut quand même lui dire que tu veux aller à Lyon. Et par quelle route tu veux passer pour y aller? Ouais, exact. Oui, ça rejoint notre propos du début, c'est que c'est les prémices, un peu le déblayage. Et ça me fait penser, du coup, que d'abord, on doit s'approprier notre objectif et que cette question que tu viens de citer et qui parfois perd les individus au début d'un accompagnement, c'est parce que peut-être ils se rendent compte que, ils sont pour l'instant jamais appropriés cet objectif. Et moi, je pense que quand j'étais cavalier, au début, mon objectif, c'était simplement de faire mes preuves et d'exister. Mm, Et il y a eu un moment de déconstruction où j'ai dû me poser ces questions-là de pourquoi je saute des obstacles. Alors, il se trouve que la réponse à la question, ça a été d'arrêter de sauter des obstacles parce que ça faisait plus sens pour moi. Et du coup, de faire autre chose, différemment de l'équitation. Et finalement, moi, j'en suis très heureux et je pense que chaque individu, on gagne à se poser ces questions-là, mais ça peut donner un peu le vertige parce que tout ce que je pensais être des moyens de me réaliser en tant qu'individu, quand je commence à me demander ce que je veux vraiment, où je veux aller, à Lyon ou à Grenoble, peut-être que ma mère et mon père, ils voulaient pour eux Grenoble c'était le mieux, puis peut-être que pour moi finalement mm. c'est Rouen. Donc Il y il y a a du ça, et chemin à puis faire. il y a que parfois, j'ai vraiment l'impression que je sais ce que je veux. Ouais. Ça, tu vois, j'en ai une image nébuleuse dans ma tête et je suis sûre que je sais. Et au moment de la verbaliser, bah, en fait, je me rends compte que c'est pas si clair que ça du tout. Et là, je trouve ça intéressant aussi dans la prépa mentale et l'accompagnement avec peu importe l'outil, la sophrologie ou autre,
on suggère toujours d'un moment donné de repasser par le corps, ou même la PNL, ou tous les exercices de prépa mentale, respiration, visualisation. On revient aux sensations au corps. Et je trouve que c'est intéressant quand l'individu commence à pouvoir verbaliser son objectif, d'aller interroger le corps. Ok, tu penses vouloir ça, c'est plutôt clair dans tes propos, et qu'est-ce que tu ressens? Généralement, du coup, ça permet déjà de déconstruire peut-être encore des blocages, ou bien d'amener vers un objectif plus précis, plus personnel et plus aligné. Mm. Interroger le corps, les D'ailleurs, émotions. ce que tu partages là, ça me fait penser que très souvent, une des premières questions que je pose, c'est, OK, c'est quoi ton grand rêve? Ton grand, Hmm. grand rêve? Et souvent, j'ai des réponses qui sont minimisées. euh, de l'ordre de, je voudrais jouer en équipe pro. Non, ou je voudrais atteindre, par exemple, je voudrais intégrer une équipe pro. OK. Ouais. Et donc, si tu fais du banc tous les week-ends, toi, ça te va? Ah bah non, je veux jouer. Ah, tu veux jouer comment? Une fois de temps en temps ou euh, Régulièrement et avec une... régulièrement? Et donc, petit à petit, on se rend compte qu'il y a des freins, des sortes de Ouais. d'auto-limites, genre, non, mais ça, j'ai pas le droit, c'est pas possible. Et Il y a un très côté souvent, très je leur dis, culturel. ouais, Hein, en France, il y a une culture de la modestie qui est pas similaire à l'humilité. C'est que modestie, modeste, on se diminue. Il faut surtout pas montrer son ambition et vouloir trop briller, trop réussir. Il y a quand même un peu de ce côté reste à ta place. c'est Fais ça. pas trop de bruit. Pour qui tu Sinon, on te va te prends? couper la tête comme le roi Soleil, quoi. Pour qui tu te prends à rêver si haut. Mais du coup, ça m'arrive souvent de leur dire, attends, ce truc-là, à ton avis, il vient de ta tête ou il vient du fond de ton ventre? Mm. Ouais. Parce que je sens avec ce que tu es en train de me dire, je vois pas tes yeux briller, je vois pas, tu vois, je vois pas, ça fait pas ça. Laisse venir le grand, grand rêve. Et quand ils le sortent, souvent ils sont émus. Mais oui, parce qu'ils l'ont très peu formalisé, si c'était un peu reclus et non autorisé. Mm, Ça me fait penser à une autre technique de coaching ou de prépa mentale, on pourrait dire, c'est d'aller interroger notre star intime. C'est quelqu'un qu'on admire en lien avec notre objectif. Ça peut être Lady Gaga, ça peut être Steve Gerda, ça peut être qui on veut. Qu'est-ce qu'elle nous dirait? Qu'est-ce qu'elle nous conseillerait? Et je trouve ça, bah, je pense que voilà, tu connais la technique en coaching, ça fait émerger des idées, des conseils, des capacités qui sont celles de l'individu, mm. mais qui sont non limitées parce que c'est l'autorisation d'une image d'une personne qui a déjà réussi et fait ses preuves, euh, en tout cas selon ce que l'on pense. C'est intéressant. Ça pourrait peut-être être un conseil, de se dire avant un parcours ou autre, de se dire la personne que j'admire dans le monde équestre ou autre, qu'est-ce qu'elle me conseillerait? Ça peut être aussi un parent, quelqu'un qu'on estime. Et souvent, de convoquer un peu ce dialogue intérieur aussi, entre une émotion et une volonté, entre l'enfant apeuré et la part de soi adulte plus mature. Je trouve que c'est intéressant d'engager des dialogues internes. Moi qui suis très mental, ça me parle beaucoup. Ouais. Et en même temps, ce que tu me dis, ça me fait penser que je trouve que un des jobs vraiment du préparateur mental, c'est aussi d'arriver à faire lâcher le mental. C'est-à-dire que on a tellement donné la priorité à la tête, au cerveau. On étudie, on réfléchit, et on n'apprend pas à ressentir. On est à l'école, on nous apprend pas du tout à ressentir, à écouter nos émotions, etc. On nous en coupe d'ailleurs la plupart du temps. Quand on dit à un enfant qui hurle de douleur, mais non, t'as rien, c'est rien. Ok, il se dit, attends, alors entre les informations qui remontent, ça t'es en train de dire que je peux pas faire confiance à ça. Donc bon, bah, j'arrête d'écouter ce qui remonte. Que c'est pas vrai, quoi. Mm. Et donc, Voir que c'est mal de ressentir. ouais, c'est mal et puis je peux pas faire confiance. J'ai une figure adulte qui, elle, sait et qui me Ouais, dit que là, moi, j'ai mal et elle me dit que non, c'est rien. Donc, il faut que j'arrête de croire mes informations du corps. c'est Et, intéressant. et du coup, oui, très, très, très souvent, j'ai des cavaliers qui sont dans la tête à dire, il faut que je fasse comme ça, il faut... Non, mais juste ressens les choses. Ouais, moi je te rejoins et je pense que c'est un juste équilibre entre le mental
et le corps et la connexion au sens finalement, le visuel, l'auditif, kinesthésique, l'olfactif, le goût. Et que bah, s'il y a un individu qui est beaucoup dans le mental, on va essayer de ramener effectivement de la connexion corporelle à l'instant au sens, mais on peut pas oublier le mental puisque c'est lui qui produit un peu cet enfer imaginaire. Donc on va être obligé de reprendre les manettes du mec qui est en train de projeter le film quand même pour suggérer de nouvelles images mentales et en même temps d'amener de l'équilibre avec du corps, de la sensation. Et puis bon, les chevaux, c'est génial pour ça quand même parce qu'ils nous ramènent un peu à la terre, aux sensations. Et d'un autre côté, des personnes très intuitives qui parfois n'ont pas trop accès à leur schéma de pensée, mais qui s'opèrent quand même malgré elles. Je trouve que ça peut être intéressant d'aller bien rendre tangible cette capacité à ressentir, à être connecté à son corps, et lui amener un petit outil pour aller justement rentrer dans la salle de cinéma de son esprit, et puis de temps en temps aller voir quand même le film qui se déroule. C'est vrai. Pas obligé d'y rester trop longtemps dans la salle, mais Mais ouais. rien que ça, déjà, ça, c'est vraiment un outil de prépa mentale fondamental. C'est-à-dire que une fois que tu as appris à observer le Steven Spielberg à l'intérieur qui projette le film et d'observer le film qui est en train de se projeter, du coup, c'est plus la réalité, c'est juste un film qui est projeté. Et donc, tu peux Penser. choisir d'éteindre, de changer, de switcher. Mais la plupart des gens ont ça en fond, Ouais. ont un film qui déroule en fond et ils n'ont pas conscience que c'est en train de se dérouler. À nous tous, hein, je pense qu'on est tous passés par là, hein, c'est qu'on a pris nos pensées pour la réalité. C'est pour ça que pour une même situation, une diversité d'individus verront une diversité de choses. C'est vrai que c'est génial de commencer à pouvoir contempler. Du coup, ce que je te propose, Laetitia, c'est qu'on se lance un peu dans un marathon là et qu'on fasse une liste d'exercices comme ça nous vient, euh, et pas mental. Alors, on Ouais. va commencer, si ça te dit, par le corps. Sur l'aspect corporel, quel exercice euh, on pourrait leur donner pour se préparer mentalement? Vas-y, tu peux commencer si tu veux. Mo- Moi, tu veux commencer? Vas-y. Ou tu Ah non, commences. tu peux commencer si tu veux. Ladies first. La première chose, enfin, les premières choses que je fais, moi, la plupart du temps, c'est d'abord d'apprendre à évacuer les tensions. Parce que tant qu'un corps, il est tendu, sous tension, ben, l'information qui remonte au cerveau, c'est OK, il, s'est- il ou elle s'est préparé, donc c'est qu'il y a une menace, et donc le cerveau va produire des menaces. Et donc on va avoir du mal à intervenir sur le cerveau pour l'apaiser tant que le corps est tendu. Donc d'abord, enfin moi j'aime bien commencer par évacuer les tensions. Tu veux que je rentre dans le détail de l'exercice? Ouais, on peut peut-être en donner un chacun. Je pense que ça va faire penser, par exemple, à des relaxations dynamiques de sophrologie. Ouais. C'est quoi, toi, l'exercice fétiche pour évacuer les tensions? Alors, il y en a un que j'aime bien faire et qui m'est venu au cabinet un jour avec un enfant qui m'expliquait ça et quand qu'il se sentait sous pression et puis qui me dit comme un ballon prêt à exploser et en fait le truc me vient et je me dis mais bien évidemment donc maintenant j'ai tout le temps un ballon pour expliquer la chose. L'idée c'est que on emmagasine à l'intérieur de nous ben, de la pression qui crée des tensions parce qu'on veut bien faire, etc. Et que à force d'accumuler ces volontés d'agir, à force de vouloir être parfait, etc., on se met la pression à l'intérieur. Et Mm. que bah, c'est comme le ballon qui gonfle, nos contours deviennent comme ceux du ballon tendu, puis à un Ouais, moment donné, ça finit par nous péter à la figure. ouais, Et donc, je fais découper enfin, je fais imaginer le corps en trois parties, la tête, le milieu du corps, puis le bas du corps. Et dans chaque partie, on va visualiser cette partie comme un ballon, les ballons d'anniversaire qu'on gonfle. Et puis, on va donc rentrer de l'air par notre nez. On va sentir et imaginer ce ballon se gonfler jusqu'au maximum. Et puis, à un moment donné, on va stopper, bloquer notre respiration, convoquer la pression à l'intérieur, comme quand on sans le ballon plein de pression entre nos mains. Et quand c'est OK pour nous, on va ouvrir le nœud du ballon et on va simplement évacuer la pression à l'extérieur, visualiser ce qui nous met la pression s'évacuer à l'extérieur, sentir les sensations
de la partie qui est maintenant libre de la pression. Et donc on le fait dans la partie haute, dans la partie médiane, dans la partie basse, puis ensuite dans le corps en globalité, comme si c'était un seul ballon. Et du coup, souvent, c'est cet exercice-là, le dernier, qu'ils retrouvent en état, enfin en compétition. Ils vont faire plus que le dernier, mais comme ils se sont entraînés au préalable, bah, quand ils sentent qu'ils sont un peu trop de pression, ils vont évacuer et ça va permettre de retrouver un espace interne plus libre, simplement. Ouais. Hyper intéressant, ça me fait penser à une des inspirations de la sophrologie qui est Jacobson et qui était un médecin et qui a fait des études qui ont prouvé que une tension émotionnelle ne pouvait, enfin, un relâchement musculaire ne pouvait pas s'accompagner d'une tension émotionnelle. Et donc moi, l'exercice très connecté au tien que je proposerais, c'est la contraction musculaire. Donc inspirer par le nez, retenir l'air, contracter musculairement peut-être d'abord tout le corps, imaginer rassembler les tensions et à l'expire tout lâcher. Ouais, Ça, on connaît bien en sophrologie. Et puis ensuite, le faire effectivement partie par partie. La tête, les bras, le buste et le dos, puis les jambes. Et pour moi, c'est un intérêt de prépa mentale par rapport au stress, par exemple, aux tensions, aux inquiétudes. Et ça va aussi avoir un intérêt technique. Si le cavalier, son focus, c'est de ne pas être stressé pour justement rester proche et fluide avec son cheval. Je pense notamment à des cavaliers qui ont atteint un certain niveau et qui, du coup, ont suffisamment de confiance pour aller maintenant avoir un focus sur l'harmonie, la performance et le lien avec le cheval. Ça peut être une occasion aussi de prendre conscience de sa capacité à se relâcher musculairement et si on le fait à cheval, comprendre comment on peut consciemment relâcher ses muscles et épouser les contours du cheval sans pression. Donc je dirais ça, contraction, relâchement musculaire, ça peut pas s'accompagner d'une montée d'inquiétude. C'est impossible, le cerveau il sait pas faire. mais surtout, ce qui est intéressant dans ces exercices-là, c'est que, euh, en fait, on finit par accumuler des tensions, de la pression enfin, toute la journée. Mais après, on a l'impression que être comme ça, c'est normal. Oui, Non, ma posture normale. Et le fait de contracter, créer ce contraste et de relâchement, tu dis, ah mais oui, j'étais tendue, je l'avais pas senti. Il y a ouais, très très exact. souvent ce truc-là. Exact, ouais. Le cerveau est bien fait, donc il va s'habituer à ce qui est le plus courant et le plus longtemps se ressenti ou agi. Et du coup, c'est un peu comme à cheval, des dissymétries dont on ne se rend plus compte parce que bah, Mm. le cerveau, il a intégré que c'était la posture de base. Ouais. Alors qu'en fait, ça se trouve, elle est complètement tordue, complètement crispée. Il y a un autre exercice aussi que j'ai envie de te proposer, c'est la méthode d'affirmer le présent. Tu sais, c'est de regarder 5 choses, de noter 5 choses visuelles quand on est un peu trop dans le mental et qu'on est un peu stressé ou oppressé par nos pensées. 5 choses à voir, 4 choses à ressentir, et donc au niveau du corps. Ensuite, 3 choses à entendre, 3 bruits à noter, 2 odeurs, donc on peut sentir nos mains, nos vêtements, la crinière du cheval, et convoquer à son esprit une chose pour laquelle on a de la gratitude, là maintenant. Je trouve que moi, je suis très, très mental, hein, et quand je fais cet exercice, ça me pose. Noter 5 choses à voir, ressentir 4 choses dans mon corps, en écouter 3, sans les retenir, juste noter. Et sentir 2 choses avec mon odorat. Je trouve que ça aide beaucoup à revenir justement, comme tu le disais très bien, au corps, au sens, à l'instant finalement. Ouais, ça renforce la qualité de présence dans ici et maintenant, puisque Mm. le son que j'entends, c'est ici et maintenant. Ouais, Et ça permet de faire un peu comme une encre à mon esprit qui, lui, est un peu comme une barque. J'aime bien le visualiser comme ça. Une barque dans un port qui, si elle n'a pas une ancre, bah, va naviguer constamment dans les mers du passé et dans les mers du futur. Et donc, ouais. la sensation ou les sens, bah, c'est cette encre, ici et maintenant. Ça me fait penser à l'image que tu prends. Moi, j'utilise beaucoup l'image du bateau, du voilier, d'un point de vue plus technique, parce que de dire que on va valoriser le vent de l'instant, donc que nous amène l'instant, mais aussi le cheval. Et techniquement, ça peut être plutôt que, effectivement, si un cheval a un tout petit peu de sang et un peu d'énergie le jour J, si on a le niveau, honnêtement, de le suivre, plutôt que de tirer et de se rigidifier, c'est d'aller ramener.
du fonctionnement du liant et d'amener juste un entraînement cardio et musculaire pour le cheval dans cette énergie et la valoriser finalement. Donc, ouais, orienter les voiles pour que le vent nous fasse pas faire demi-tour, mais plutôt qu'il nous pousse vers notre destination. Et je pense que c'est vrai aussi avec ce qui va se passer dans notre tête ou les imprévus le jour de la compétition ou d'une sortie ou toute autre chose avec notre peau. De se dire, OK, comment je peux valoriser ça? Comment je peux en faire comment je peux orienter mes voiles, quoi. Et ce que tu me dis, ça me fait vraiment penser à un des outils qui pour moi est, juste indispensable en prépa mentale et en sophro, etc. C'est l'acceptation. Tout ce à quoi je Ouais, résiste persiste et devient d'autant plus puissant. Et tout ce que j'accepte finit par... ouais. C'est Jung, hein, qui disait ça, tout à ce à quoi vous résistez persiste. Et du coup, ça me fait penser à un deuxième exercice corporel qui va être en lien avec les émotions que tu connais bien. Ça s'appelle souffler thoracique en Ouais. sophrologie. Effectivement, bah voilà. Moi, j'aime bien dire aussi souvent que c'est la résistance qui crée la souffrance et que l'émotion, c'est un peu comme une tante qui frappe à la porte et puis si on la laisse pas rentrer, c'est la tante un peu têtue qui va frapper de plus en plus fort pour rentrer dans le salon. Et du coup, l'exercice, je trouve, de poser nos mains sur nos basses-côtes et puis à l'inspire, imaginer créer un espace d'accueil au niveau du cœur pour nos émotions. À l'expire, imaginer les étreindre, entrer en contact avec elles. Ça aide énormément à atténuer l'émotion, à faire baisser l'intensité. J'avais envie de dire de la rassurer, mais c'est presque ça. Et puis Mm. la deuxième étape de cet exercice, une fois qu'on a accueilli et rentré en contact, c'est à l'inspire de lui laisser de la place pour se défouler. J'aime bien dire, laisser l'émotion galoper dans votre prairie intérieure. Voilà, ça C'est galope, beau. ça se défoule. Et à l'expire, soit si c'est une émotion agréable qu'on a envie de diffuser, ben à l'expire, on la diffuse, on la laisse galoper partout en nous. Ou au contraire, si c'est une émotion désagréable, à l'expire par la bouche, ouvrir la porte, et laisser l'émotion, et laisser l'émotion sortir. Mais laisser sortir que ce qui a envie de sortir, ce qui est OK pour être libéré. Ça, c'est un exercice aussi qu'on peut faire, cette respiration un peu consciente. À l'inspire, je gonfle ma poitrine, j'accueille. À l'expire, j'étreins. Puis à l'inspire, je laisse se défouler. Et à l'expire, je libère. Ouais. Le soufflet thoracique, c'est quelque chose que j'utilise pas très souvent, moi. Du coup, c'est bien. Ça me refait un tips. J'utilise beaucoup pour l'émotion. Ouais. Pour l'émotion. OK. J'ai envie de livrer une autre relaxation dynamique de sophrologie, c'est le pompage des épaules. Peut-être Mm. quand on est stressé, tu sais, à l'inspire, on contracte nos bras, nos poings. On pompe avec nos épaules de haut en bas en imaginant un peu rassembler toutes ces tensions. À l'expire, par la bouche, on ouvre les mains, on lâche tout, toutes les tensions. Je trouve que c'est aussi un exercice qui aide, avant de monter à cheval, par exemple, à se détendre et à lâcher les tensions. Ouais. Et d'ailleurs, pour moi, c'est le truc, peu importe quel objectif on a euh, avant de monter à cheval, quand on est encore sur le parking dans la voiture. Alors moi, j'utilise l'exercice du ballon, mais ça pourrait être le pompage en marchant jusqu'au box. Mais de bien penser que toute la journée, on a accumulé des petites tensions, des petites crispations, et que tout ça, c'est dans notre sac à dos, et que ce sac à dos, il doit être vidé avant qu'on arrive à la porte du box, parce Ouais. que fonction qu'on a gardé notre sac à dos pour marcher dans l'écurie ou qu'on l'a pas, au son de notre pas sur le béton, le cheval sait déjà Ouais. Il sait comment est-ce déjà qu'on dans va quel état on arriver. est, plus la respiration qui pour eux est un langage hyper naturel, euh, laquelle ils sont vraiment à l'écoute. Notre amplitude respiratoire va refléter notre état de tension et du coup pour le cheval c'est une info claire sur le niveau de danger. C'est ni plus ni moins que ça. Ouais. Ok, bon, je pense qu'on va faire une masterclass d'une journée un jour là-dessus. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on donne quelques tips de prépa mentale, des petits exercices pour le mental. À Ouais. quoi tu penses, toi, voilà, un exercice mental de prépa mentale? Alors, pour moi, vraiment, le plus important pour commencer, c'est, j'aime pas l'appeler comme ça, parce que beaucoup de gens qui ont un a priori là-dessus, qui s'en font une image, mais c'est l'état méditatif.
que je préfère appeler observateur intérieur. Mais pour moi, tout commence par là. À partir du moment où on prend conscience de ce qui se passe dans le champ de nos pensées, euh, on va pouvoir agir, mais tant qu'on n'en est pas conscient, eh ben, on en est prisonnier. Donc pour moi, c'est vraiment, vraiment ça. Et c'est un peu, malheureusement, l'obstacle principal pour moi dans l'entraînement mental parce que au début, c'est difficile quand même la méditation. Et Parler d'autres, oui, il faut utiliser parfois d'autres termes. c'est ça. Et donc du coup, pour l'entraînement, ça va être parfois difficile d'avoir de la récurrence tous les jours, etc. Donc moi, dans les accompagnements, j'enregistre toujours un audio, puis je commence par un audio très court pour que la personne puisse le refaire tous les jours. Et là, je vais demander bah, juste de la discipline de faire. Parce que en fait, on voit les bénéfices qu'au bout d'un certain temps. Et on est dans une société de l'immédiateté, et quand c'est pas, on voit pas vraiment les résultats tout de suite, c'est difficile de s'entraîner. Et on Et s'est puis, tellement coupé de notre esprit qu'on est habitué à entraîner le corps, mais en fait, l'esprit aussi s'entraîne. mm. Donc pour moi, ce serait vraiment ça, euh, cet exercice où simplement je pars en tant qu'explorateur à l'intérieur de moi. J'ai pas le volant, j'ai pas les freins, et juste je vais explorer ce qui se passe à l'intérieur. Donc au début, ça peut être juste observer comment je respire à cet instant. Déjà prendre Ouais. conscience que ma respiration, elle s'adapte à chaque instant à ce que je vis et que il n'y a pas un moment où ma respiration pratiquement est la même. Puis à un moment donné, je vais m'intéresser plutôt à ce qui se passe dans mes pensées, puis à un autre moment plutôt à mes sensations. Parce que si on commence avec explore tout ce qui se passe, enfin moi je sais qu'au début j'étais larguée, il y avait à la Ouais, fois c'est trop de sûr. choses et rien, voilà. Ça peut être aussi au tout début, mets une musique que t'aimes bien et juste sens qu'est-ce que ça fait à l'intérieur. Exact. Hmm. Ou un geste d'empouvoirment. Moi, je prends souvent l'exemple en formation d'entreprise de Beyoncé. Tu sais, avant de rentrer sur scène, il paraît qu'elle met ses mains sur ses hanches, et un peu comme quand elle chantait Around the World, Girls. Ouais, Et pour elle, ça lui donne du pouvoir. Et je pense qu'on peut aussi, en programmation neurolinguistique, on utilise beaucoup les gestes d'ancrage. Prendre un geste qui signifie pour nous quelque chose de positif et qui nous aide. Ou bien, effectivement, comme tu le dis, une musique. Ou une pensée, un mantra aussi. Un truc, ouais, moi, depuis quelques temps, quand je me suis formé en PNL, bah, du coup, on faisait plein de jeux entre nous. Et moi, le matin, j'étais très dur avec moi. Je convoquais plein de pensées hyper dures. Je me flageolais tous les matins. Et en fait, on a trouvé un mantra antidote. Et maintenant, tous les matins, quand je me réveille, je me dis, je suis une belle personne. euh, j'ai le droit au bonheur. Sauf que ça paraît tout bête, mais j'étais persuadé du contraire. Et à force de me le répéter, bah, je commence à me dire qu'effectivement, je peux me lever tranquille et que je suis pas quelqu'un de mauvais et que j'ai le droit juste d'être bien. Donc, ouais, un petit mantra aussi, ça peut être bien. ça Et fait c'est la vraiment partie. répétition. Ouais, c'est la répétition puisque n'importe quoi qui nous soit répété, même quelque chose de faux, régulièrement, finit par par apparaître comme une vérité. Ouais. Et le mantra, je te rejoins, moi, c'est vraiment quelque chose que je travaille dans les accompagnements en prépa mentale. Quand j'ai commencé au bout d'un certain moment à comprendre un peu ce qui se dit dans la tête, et puis parfois on y travaille vraiment, finalement, pendant 15 jours, tu vas juste observer ce qui se dit le plus souvent quand t'es pas Mm. bien. Et on écrit cette phrase et on se dit, OK, qu'est-ce qu'on voudrait se dire à la place de ça? Et on va Ouais. construire pour la personne la phrase qu'elle va se répéter, mettre sur son frigo, sur son miroir quand elle se brosse les dents, sur son casier avant de monter à cheval. Mm. Euh, On parle en coaching d'antidote, de croyance antidote. ouais, Euh, ouais, bah voilà. Donc le mantra, effectivement, ça me fait penser à l'exercice que tu livrais un peu au Magicobus, tu sais. Ouais, c'était un dessin animé où ouais, ça me c'était une parle. école avec un bus qui venait tout petit et puis il pouvait même rentrer dans le corps humain, voyager à l'intérieur de soi, Oui, regarder sa tête, regarder son cœur, ses émotions et son corps. Il y a le scan, il y a l'exercice de scan corps-cœur-tête que j'ai enregistré sur ce podcast et qui est dispo, où on prend conscience de son état corporel, on prend conscience de son état émotionnel, on nomme. Très mental aussi, une fois qu'on a nommé l'émotion et qu'on l'a située dans le corps, qu'on a catégorisé, défini un peu la sensation,
identifier le besoin. Moi, je trouve, et ça fait beaucoup penser à la communication non violente, je Mm. trouve que quand on arrive à identifier le besoin derrière chaque émotion, l'émotion, elle a délivré son message et elle C'est clair. s'apaise. Donc, identifier le besoin derrière l'émotion, c'est très mental, mais du coup, ça va agir aussi sur l'émotion et le corps. Et puis, entrer dans la salle de cinéma de son esprit. Donc là, ça rejoint ce que tu disais, hein, la méditation. Se poser un peu, ne serait-ce qu'une minute, déjà une minute à observer ses pensées, c'est long et c'est puissant. On s'installe dans le fauteuil et on regarde sur l'écran ce qui se passe. Et c'est drôle parce que quand on observe les pensées, ben, généralement, elles se font un peu plus rares. Et on commence à entrevoir des interludes, des moments de rien entre deux pensées. Et on commence à pouvoir les agrandir aussi. Et puis, il y a un truc à démystifier avec la méditation, puisqu'on en parle, c'est que la méditation, c'est pas l'absence de pensée ou de phénomène, c'est la capacité à les remarquer. Parce qu'il y a un peu un mythe de l'état d'éveil suprême dès le début, comme si on était né pour méditer ou pas. Et en fait, et d'ailleurs, les bouddhistes disent souvent que quand on pense avoir fait une bonne méditation, il faut se méfier. Parce que c'est peut-être qu'on était un peu ailleurs. Donc, ouais. Voilà. Déjà, être conscient de ce qui se passe, un peu en métacognition observateur soi-même, c'est très précieux. Mm. Puis après, il peut y avoir tout l'entraînement pour focaliser son attention et Ah, sa concentration sur, je sais pas, pendant 10 minutes, tu vas porter ton attention sur ton gros orteil gauche. Et ouais, chaque fois que tu quittes, c'est OK, tu reviens. Donc, ouais. il y a ce travail-là. Puis après, le gros travail, je trouve quand même, c'est le travail sur les croyances. Mais ça, on a besoin d'avoir quelqu'un, un Oui. accompagnant qui Bon, fait ça, c'est clair. miroir. Sans quoi, on n'a pas de croyances. On n'y a pas accès, hein. Même Mm. toi et moi qui sommes des accompagnateurs, moi je me fais coacher tout le temps parce qu'en Ah fait bah oui. on est le nez dans notre, j'allais dire dans notre merde, non plus pas, mais on est le nez dans notre guidon, dans notre peinture, quoi. Notre paysage qu'on connaît si bien et on voit même plus ce qui le compose. Ben non, le propre d'une croyance, c'est que ça nous apparaît comme une vérité. Donc, Ouais. ça peut pas être mis en lumière autrement que par quelqu'un qui fait miroir et qui va rebondir ou qui va mettre en écho et à se dire, ah oui, tiens, il y a peut-être un truc là. Bon, bah, je pense qu'on a, bon, ça, les exercices, il y en a des centaines, donc, mais Ouais. je pense on en a donné quelques-uns. Euh, Si on a envie de faire de la prépa mentale avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ou si on a envie d'avoir d'autres conseils, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Insta? Alors, sur mon Insta, Laetitia Chazal, où j'essaye de donner un maximum de contenu, mon grand rêve, c'est quand même que, enfin, moi, si j'ai quitté l'industrie pharmaceutique, c'est vraiment pour transmettre au plus grand nombre. Je rêve que la gestion des émotions et le stress soient transmis enfin, à l'école. Ça devrait être des matières obligatoires. Ça, c'est vraiment mon rêve. Donc, Ça arrive un petit peu ouais, avec, c'est quoi, l'école du sens, notamment. Enfin, il y a plein ok. d'actions, à l'école. Moi, je Ok, commence à intervenir dans les écoles. Euh, génial. donc, ça, c'est chouette. Donc, il y a mon Insta. Et puis après, bah, il y a mon site internet Serenity Flow. On peut retrouver, voilà, tes accompagnements, etc. Ouais. Ok. Et ben moi, c'est à mon tour de faire de la pub. Moi, ben voilà, ça va être effectivement sur le site internet, il y a le programme en ligne. Où j'ai mis quatre grands chapitres, la technique équestre, académique et holistique, une trentaine de relaxations dynamiques de sophrologie à visée équestre, soit focus technique, soit focus mental, soit focus émotionnel, et 27 sophronisations, donc méditation guidée à visée équestre, soit focus prépa mental, soit focus gestion émotionnelle, soit focus prépa technique. Et quatrième chapitre, c'est le développement personnel et l'état d'esprit d'excellence, où il y a plein d'exercices en PDF et plein de vidéos sur justement le développement personnel du cavalier. Donc voilà. Et puis, j'ai Si vu vous que là, souhaitez, tu as aussi toute la partie maintenant où tu transmets aux enseignants. oui, Et moi, je rêve que tous les éducateurs sportifs, de manière générale, aient une base en psychologie positive et en prépa mentale, parce que je trouve que la plupart des peurs, finalement, des sportifs. Alors après, moi, j'accompagne beaucoup de jeunes parce que, bah voilà, dans mes spécialisations, je me suis aussi beaucoup formée sur les enfants, les ados, etc. Alors ouais, peut-être plus que j'ai peut-être plus ça, mais ils ont tellement peur de décevoir leur coach, etc. Mais et quand j'entends parfois les coachs au bord du terrain,
que ce soit en équitation ou à chaque fois, oh là là, les coups de poignard, je me dis, oh là là, le boulot qu'il va Aïe, y aïe, avoir. aïe, yes. Bah, j'ai fini la première promo d'enseignants J'ai sophro-équitation, là, vu, qui sont venus du coup 15 journées, donc 3 fois 5 jours. Bon, ils ont encore pas mal de travail avant l'idée de la certification, mais on a passé 15 journées ensemble. Et ils m'ont dit qu'effectivement, ils arrivaient à adopter une posture pédagogique positive, euh, une posture de coach, puisqu'on a fait une introduction au coaching en plus de l'utilisation de l'outil sophrologie et de tout l'aspect holistique de la technique actuelle, génial, et puis le fonctionnement pur et dur. Et j'en ai qui m'ont dit, euh, ils se sont rendus compte de ce qui leur appartenait pas, et que du coup, ils se sentaient plus disponibles et qu'ils avaient un espace d'accueil de la réalité de l'autre, donc l'autre avec un grand A qui là est leur cavalier, et que du coup, les cavaliers voilà, se livraient davantage, étaient capables petit à petit, notamment avec le questionnement quintilien, et puis la posture positive et coach, de s'auto-analyser, d'aller prendre de la hauteur sur ce qu'ils étaient en train de vivre à cheval. Et il y a même une enseignante qui m'a dit qu'elle avait eu une difficulté avec une cliente, une maman d'une élève, d'une petite, et elle lui a dit, écoutez, je comprends, j'entends, mais ça ne m'appartient pas. Cela, il y a que vous qui pouvez faire quelque chose. Et alors qu'avant, elle me disait qu'elle aurait réagi, qu'elle serait peut-être entrée dans une résistance, une colère. Donc ouais, c'est clair que cette Mm, prise de recul, elle est essentielle et elle donne un espace à nos élèves cavaliers qui est énorme. Ça redonne de la responsabilité et puis ça donne un espace de sécurité. Je pense qu'un bon sportif, et d'ailleurs, hein, les derniers JO, toi qui as bien suivi ça, on a vu des changements de méthode et de nouvelles approches de coaching sportif qui étaient valorisées, plus positives, des athlètes qui disent non euh, au labeur et au côté, vraiment à la mise à l'esclavage de l'athlète et qui ouais. cherchent quelque chose de plus écologique, plus respectueux de leur santé mentale, de leur corps. Et, euh, et on va vers ça, je trouve. Et je trouve que ça donne aussi une performance certainement plus durable puisqu'elle est épanouissante pour Ouais. l'être dans sa vie. Et aussi, je pense que ça évite de broyer des talents sensibles. Parce qu'il y a des personnes avec beaucoup de talent qui restent des individus sensibles. Et du coup, cette approche plus positive et ces outils holistiques, dont on en a cité quelques-uns, peuvent permettre de révéler les capacités d'individus qui manquent d'estime, qui manquent de confiance, euh, mais qui ont quand même beaucoup de capacités. Et c'est Mm. le cas de tout le monde, en fait. Puis révéler des vraies singularités, d'avoir un espace d'expression de son soi plutôt que de simplement délivrer bêtement ce qu'on nous dit de faire. Ouais, moi j'aime bien dire que finalement on œuvre, enfin le truc complètement utopique que j'ai derrière, c'est de participer à un monde meilleur, parce que je suis persuadée que à notre petite échelle, un jour on m'a Ouais. dit ah ouais c'est quand même ambitieux, j'ai dit oui mais je suis pas toute seule d'abord, et puis finalement je le fais tous les jours parce que je crois que ce qui fait que le monde est quand même difficile, c'est que certaines personnes sont pas bien. Quand on n'est pas bien, ben, on a envie du mal pour les autres, mais quand on est bien, on a envie du bien pour les autres. Et donc, faire en sorte que chacun soit bien, ben, même si moi, forcément, j'ai un nombre limité de personnes que je peux accompagner, mais chacune de ces personnes qui est bien dans ses baskets, autour d'elle, dans son univers à elle, elle ouvre, et puis je suis pas toute seule, il y a toi, et puis il y a tous les autres, donc finalement, c'est pas si ambitieux que ça. Ça fait penser à la chanson de Grégoire, toi plus moi, tous ceux Ouais, qui veulent. C'est ça, et c'est pour ça que moi je t'ai proposé ce podcast, c'est parce que j'ai pas envie d'être dans un état d'esprit de pénurie à penser que ma part du gâteau elle est qu'à moi et que le gâteau est limité. Le gâteau il est immense et il faut ouais. qu'on produise du gâteau pour tout le monde. Et du coup, bah, on n'est jamais assez en cavalier, en enseignant, en coach, à s'investir là-dedans, à amener notre patte. Moi, comme j'ai un bagage technique, mon truc c'est d'adapter la sophrologie à la technique équestre pour voir comment on peut, avec la conscience corporelle, mentale, émotionnelle, être plus performant. Il y en a d'autres, ils vont aller plus loin dans autre chose, émotionnellement ou mentalement. Et nous tous ensemble, ouais, on peut participer à ce grand mouvement. Voilà, remettre nos voiles dans le sens du vent. Et le sens du vent, je trouve qu'il va quand même vers la conscience et l'éthique. En tout Ouais. cas, en Occident et dans les pays où on a la chance d'avoir rempli tous nos besoins primaires Mm. et que maintenant on est à se poser des questions sur ce qui fait sens. Et du coup, ouais, je te rejoins.
Yes. Donc voilà, moi, programme en ligne pour ceux qui veulent, et puis ensuite stage en écurie ou formation euh, enseignant pour les enseignants qui veulent se former à la sophro-équitation. Yes. Cool. Bon, ben voilà. Écoute, merci Laetitia pour ce moment Merci d'échange qui à était trop toi. chouette. J'adore ces moments où on s'inspire les uns les autres. C'est chouette. Et puis on se dit à bientôt. Peut-être qu'on se trouvera un nouveau sujet. Ouais. Et puis quand tu reviens dans la région, tu me le dis. Ça marche et on se revoit pour plater comme on sait bien le faire. Yes. Bon, allez, merci à tous pour votre écoute. Plein de confiance, plein de prépa mentale à vous, plein d'épanouissement pour vous au contact de vos chevaux et on vous dit à bientôt. Et du fun. Et du fun, ouais, du fun. Bye bye Laetitia. Ciao.